La scène s'ouvre au Palais du Diable, un autre nom de l'alliance démoniaque Murom, où une grande foule de personnes s'est rassemblée, à la grande surprise d'un nouveau venu. Un homme barbu explique qu'ils sont prêts à accepter n'importe qui, quelle que soit sa faction ou sa secte, et à leur enseigner les arts martiaux démoniaques tant qu'ils ont du talent. Il se demande quel idiot laisserait passer une telle opportunité. Son compagnon déplore qu'il soit trop vieux, sinon il se serait appliqué lui-même. L'attention de l'homme barbu est attirée par une vision étrange dans la foule, et il se demande si quelqu'un est mort. Mais son compagnon se moque de sa conclusion, lui rappelant que la compétition des 10 du Palais du Diable n'a pas encore commencé. L'homme barbu demande à nouveau qui est ce jeune homme qui ressemble à un entrepreneur de pompes funèbres. Tous les yeux se tournent vers le jeune homme qui marche à travers la foule. Ce jeune homme nommé Beau Insol pense à son grand-père et que ce n'est que le début. Insol se souvient de son grand-père qui lui a donné ce nom après l'avoir trouvé abandonné dans un champ de neige. Insol continue de se remémorer, se souvenant comment il a appris le métier d'enterrer les morts de son grand-père qui était également un entrepreneur de pompes funèbres. Il se souvient avoir dit à son grand-père que le corps appartenait à un expert dans un style de combat à l'épée extrêmement rapide, expliquant que ce qui lui faisait penser cela était son observation de la grande forme physique des muscles de sa jambe gauche, en particulier la partie avant de son mollet, ce qui est une caractéristique des pratiquants de ce type de style de combat à l'épée. Le grand-père sourit, impressionné par l'observation perspicace de son petit-fils, et le félicite, disant qu'il est un entrepreneur de pompes funèbres doué du ciel. Insol se souvient à quel point sa vie était difficile et comment les gens le détestaient à cause de sa profession, mais il était heureux d'être avec son grand-père qui était son soutien dans toutes les difficultés qu'il a traversées jusqu'à ce jour fatidique. Une nuit, le grand-père remarqua quelqu'un à l'extérieur et soupira en disant que les bonnes personnes ne viennent jamais vous chercher, et ceux qui le font ne sont jamais bons. Pendant qu'Insol dormait, son grand-père le réveilla et lui suggéra de jouer à un jeu de celui qui peut le mieux faire semblant d'être mort. Puis il lui promit qu'il lui achèterait les vêtements et l'épée qu'il avait toujours voulu s'il jouait bien cette fois, et son visage s'illumina de joie. Son grand-père lui demanda d'essayer de tenir jusqu'au lever du soleil, ce qui le surprit. Après cela, le grand-père quitta la maison en portant son épée. Dehors, un homme mystérieux attendait le grand-père d'Insol, et l'homme s'adressa au grand-père en disant qu'il s'était bien caché comme un rat. Puis il révéla la véritable identité du grand-père, l'appelant par le nom de Bogan Yang, la lame démoniaque à 7 branches. Le grand-père admit qu'il n'avait pas entendu ce nom depuis longtemps. L'homme mystérieux le réprimanda pour avoir abandonné son poste de maître adjoint du palais, pour vivre une vie misérable dans un emploi subalterne comme enterrer les morts. Le grand-père corrigea l'idée fausse de l'homme mystérieux, expliquant qu'il n'avait pas entrepris cette profession pour vivre une vie misérable, mais pour expier ses péchés. Puis il lui offrit sa vie, lui demandant de le tuer ailleurs afin que les innocents ne soient pas blessés, et l'homme mystérieux rit moqueusement. L'homme mystérieux accepte la demande du grand-père de se déplacer vers un autre endroit et l'avertit de ne pas essayer de s'échapper. Pendant ce temps, Insol se cache à proximité, et il soupire de soulagement en croyant que le danger est passé. Mais il commence bientôt à trembler et pense qu'il ne peut plus le supporter, car bien qu'il veuille désespérément l'uniforme officiel et l'épée que son grand-père lui a promis, le froid est devenu insupportable. Insol sort de sa cachette et se demande où est son grand-père, qui avait l'habitude de l'attendre après la fin de leur jeu, et il suppose que les agents de la force publique l'ont convoqué à nouveau. Il est en colère contre ces hommes qui ne considèrent pas les entrepreneurs de pompes funèbres comme des êtres humains. Insol avance à l'endroit pour être confronté à une scène horrible, et il court rapidement pour trouver son grand-père étendu sur le sol avec du sang coulant de ses yeux. Insol crie, appelant son grand-père, et se précipite vers lui, lui demandant en état de choc ce qui s'est passé, mais il ne fait que s'excuser auprès de lui. Le grand-père lui dit que son heure est venue et essaie de lui demander de ne pas continuer dans la profession d'enterrer les morts, mais il crache du sang avant de pouvoir terminer sa phrase. Insol le supplie d'arrêter de parler, mais il insiste pour qu'il l'écoute attentivement et lui demande de ne jamais penser à la vengeance. Le Insol en pleurs refuse sa demande, disant qu'il ne peut pas pardonner à ceux qui lui ont fait ça. Il lui dit qu'il préférerait mourir et partir avec lui, lui rappelant ces mots constants qu'il n'y a pas de différence entre l'enfer et ce monde, et qu'il préférerait être en enfer avec lui que de rester ici sans lui. En guise de dernière requête, le grand-père le supplie de s'éloigner et lui dit qu'il était très heureux du temps qu'ils ont passé ensemble. Puis il expire son dernier souffle et tombe au sol. Le visage d'Insol est rempli de larmes, ne croyant pas ce qui se passe. Après un certain temps, Insol se tient devant le corps de son grand-père, qu'il a préparé pour l'enterrement. Il touche son visage et se rend compte que sa demande de ne pas se venger était pour le protéger, mais il décide qu'il ne peut pas lui obéir cette fois. Il commence à examiner attentivement ses blessures et remarque que ses bras ont été coupés en même temps. Dans un mouvement rare de coupe de haut en bas, il découvre que l'attaquant a changé le mouvement au milieu pour également poignarder ses yeux. Insol déduit que ce style d'épée étrange doit provenir de la secte démoniaque et l'identifie comme la technique Tiankyu Yoga. Il passe ensuite à l'examen de son dos et trouve 93 traces de l'utilisation d'armes cachées, ce qui l'amène à la conclusion que l'attaquant n'a reçu l'aide de personne, mais a utilisé un outil qui pouvait lancer des centaines d'armes cachées à la fois. Enfin, il remarque une étrange décoloration sous sa langue et ses ongles.
Un Sol déduit que cette décoloration se produit lorsqu'elle est empoisonnée avec un poison mortel qui provoque la pourriture de la chair et du sang. Sur la base de tout ce qu'il a vu, il arrive aux spécifications du tueur. C'est une personne qui appartient à la secte démoniaque, a appris la technique Tiankyu Yoga, possède une arme cachée de haute qualité et utilise des armes mortelles qui provoquent la pourriture de la chair et la détérioration du sang. Et Un Sol croit qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de personnes qui correspondent à ces spécifications. Il regarde le corps de son grand-père avec détermination et jure qu'il trouvera le tueur quoi qu'il arrive. De retour dans le présent, Un Sol arrive au bureau d'enregistrement du Palais du Diable et écrit son nom beau Un Sol du clan gagnant. Les employés se moquent de lui, se demandant quel genre de clan rural est gagnant, et il devine qu'il a probablement eu peur quand il a vu les formulaires de consentement pour renoncer à l'autonomie corporelle. Alors que l'un d'eux exige grossièrement qu'il mette son empreinte digitale ou qu'il parte, Un Sol se mord le pouce pour faire couler du sang à l'étonnement des employés. Un Sol pense qu'au moment où son grand-père est mort, sa vie a été brisée, et il ne lui reste plus que le chemin de la vengeance. Puis il appuie son pouce ensanglanté sur le papier d'enregistrement. Il pense que cette compétition sera son premier pas vers la vengeance. La longue histoire de conflit entre les sectes orthodoxes et non orthodoxes pour le contrôle du monde Murom est ensuite examinée. Les sectes orthodoxes, qui recherchent la justice, sont dirigées par l'Alliance Murom. Alors que les sectes non orthodoxes sont centrées autour du Palais du Diable, qui vénèrent exclusivement le pouvoir, les deux forces ont maintenu un équilibre pendant longtemps. Mais les sectes orthodoxes voulaient obtenir un avantage, ce qui a conduit à la création de 18 maîtres martiaux connus sous le nom de plus grands maîtres du bien. Pour contrer cette nouvelle menace, le Palais du Diable a décidé de concevoir un moyen d'améliorer également leur puissance, et leur plan était de créer les 10 seigneurs démons. Cette offre, qui nécessitait la sélection de 10 génies, quelles que soient leurs affiliations précédentes, et l'enseignement des arts martiaux des 10 sectes démoniaques, a attiré de nombreux jeunes qui se sont dirigés vers le Palais du Diable. Un Sol se tient au milieu de la foule et ressent une aura puissante émanant d'un nombre considérable de personnes présentes. Il pense qu'il est probable que parmi eux se trouve quelqu'un lié au tueur de son grand-père. Comme le tueur est un maître des arts martiaux au-delà de sa capacité à juger, Un Sol se rend compte que pour se venger d'une telle figure, il doit devenir lui-même un maître des arts martiaux. Et comme il n'a aucune affiliation ni arts martiaux pour le moment, devenir l'un des 10 seigneurs démons est son seul moyen de devenir plus fort rapidement. Soudain, les candidats regardent quelqu'un avec étonnement alors qu'un homme majestueux avec des cheveux blancs épais et des yeux rouges apparaît et annonce d'une voix forte que son nom est l'instructeur en chef, Yuk Rien-Yong, et les participants le reconnaissent comme le poignard d'or aux yeux sanglants. L'instructeur en chef Yuk Rien-Yong poursuit son discours en expliquant que cet endroit est destiné à découvrir les plus grands génies parmi toutes les sectes démoniaques et que seuls ceux qui réussiront tous les tests préparés pour eux deviendront des candidats pour devenir l'un des 10 seigneurs démons. Il annonce ensuite le premier test dans lequel les combattants du Palais du Diable examineront la condition physique des participants. Le test commence, et les examinateurs examinent les muscles et les os des candidats avec leurs mains, ce qui déconcerte certains participants qui s'attendaient à une compétition ou à un combat. Un Sol remarque que ceux qui réussissent cet examen sont dirigés vers l'endroit suivant. Quand c'est au tour d'Un Sol, l'un des examinateurs s'approche de lui, et après avoir touché son bras, il montre des signes de choc et de désespoir et pense à lui-même que ce jeune homme est fini. Bien qu'il soit surpris que quelqu'un avec le physique d'Un Sol participe même, il ressent une véritable intention de tuer indubitable émanant de lui, mais il décide quand même qu'il ne peut pas le laisser passer. Un Sol n'est pas surpris par le résultat car il savait que tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent était de prendre soin des cadavres et qu'il ne pouvait pas réussir un test basé sur la condition physique pour les arts martiaux. Cependant, il croyait que ce n'était pas la fin. Une fois le premier test terminé, l'un de ceux qui ont échoué crie, protestant que le test n'est pas du tout équitable, se demandant quel est l'intérêt d'organiser une compétition en premier lieu si la condition physique est tout ce qui compte. L'instructeur en chef répond, expliquant que les muscles et les os sont la chose la plus importante pour apprendre les arts martiaux et qu'ils ont organisé cette compétition pour sélectionner des personnes talentueuses de différentes régions. Puis il le gronde pour avoir osé se plaindre alors qu'il ne pouvait même pas passer les normes les plus simples. L'instructeur les rassure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et annonce que lors du deuxième test, il choisira personnellement ceux qui peuvent bien apprendre les arts martiaux malgré leurs faibles conditions physiques. Il annonce immédiatement le début du deuxième test, et le chef instructeur ordonne à tous ceux qui ont échoué au premier test de se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne en vie. Tout le monde est choqué, se demandant comment cela peut être le test, et ils reçoivent l'ordre de s'entretuer alors qu'ils sont tous du même côté. Mais l'un des concurrents sourit, pensant que cette situation est bonne pour lui si quelqu'un doit être tué. Il tourne son regard vers Un Sol et un jeune homme aux cheveux roux élève son énorme épée, déterminé à commencer par lui, et l'attaque, criant pour qu'il meure. En un éclair, le sang gicle. L'attaquant, dont le nom est Wei Wanshung, a réussi à atteindre sa cible. Il tue habilement le jeune homme aux cheveux roux, ce qui choque et terrifie le reste des participants. Un Sol observe la situation et essaie de l'analyser, remarquant que le tueur a à peine évité les côtes et a frappé le cœur directement et en conclut que bien que sa corpulence soit faible, ses réflexes et son agilité sont vifs. Wei Wanshung se vante de son acte et met au défi quiconque d'autre veut subir le même sort de s'avancer et de l'affronter. De loin,
l'un des officiels commente que Wan Chung agit de manière décisive mais manque de bon sens, et le chef instructeur acquiesce en disant que cet endroit est rempli d'imbéciles sans valeur. Un examinateur observe la situation en pensant que dans des batailles comme celle-ci, montrer sa force fait de vous une cible, mais il pense que ce qui s'est passé motivera les autres à bouger. En effet, la terreur et le chaos règnent parmi les concurrents, et ils commencent à s'attaquer au hasard, hurlant de panique. Le chef instructeur note que les jeunes hommes ne sont pas habitués à la mort. Le combat entre les stagiaires s'intensifie alors que chacun d'eux tue l'autre sans pitié. Le chef instructeur ajoute que leurs sens sont facilement paralysés lorsqu'ils font face à leur fin potentielle, mais lui et son assistant voient bientôt que ce n'est pas le cas pour tout le monde, car il semble que tous les participants ne soient pas des imbéciles, car un seul et un autre combattant ont gardé leur sang-froid et leur sobriété au milieu du massacre. Un seul observe ce qui se passe autour de lui et pense que ce sont des imbéciles parce qu'ils ont permis à la peur de la mort de les contrôler. Un seul analyse la situation rationnellement et se rend compte que l'ordre du chef instructeur était de survivre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne, ce qui signifie que le but est de survivre, pas de tuer. Il est confiant qu'il peut assurer sa survie s'il pense rationnellement et agit avec sang-froid, et il jure qu'il vivra quoi qu'il arrive. Soudain, l'un des combattants s'approche de lui en pensant qu'il a l'air pathétique et qu'il a dû se cacher tout ce temps. Un seul remarque les traces d'épée fine et élaborées sur les corps autour de lui et en conclut qu'elles sont l'œuvre d'une épée fine. Le combattant décide qu'il va le tuer lui-même. Il l'attaque en utilisant une arme étrange, mais un seul l'évite gracieusement et frappe la boîte qu'il portait. L'attaquant se moque de lui en lui demandant à quoi sert la boîte sur son dos et s'il est un représentant de commerce. Un seul l'ignore et ramasse un morceau de tissu par terre, et se souvient un instant de son grand-père et de la carte de Noël qu'il lui a donnée, et ses yeux rouges brillent de colère et de détermination. L'attaquant le voit tenir d'étranges outils et lui demande sarcastiquement ce qu'il peut faire avec une épée aussi fragile. Avant qu'il ne puisse terminer son attaque, l'autre combattant calme se jette sur lui et le tue d'un seul coup d'épée. Ce combattant dit à Unsol qu'il n'a pas besoin de le remercier et qu'avoir une personne pathétique comme lui autour distrait les adversaires et lui facilite la tâche. Il ajoute ensuite que bien qu'il ait une perspicacité aiguë, il semble qu'il n'ait jamais appris les arts martiaux et qu'il puisse tuer quelqu'un comme lui à tout moment. De loin, le chef instructeur observe la situation, et son attention est attirée par l'épée du jeune homme, et il la reconnaît comme l'épée d'annihilation, l'épée légendaire de l'âme noire qui était connue comme le plus fort des épéistes errants. Son assistant explique que le nom de ce jeune homme est Nyong Wan Gang, et on dit qu'il a trouvé le manuel secret et l'épée de l'âme noire dans une vallée isolée. Il ajoute que puisqu'il ne s'est entraîné qu'à partir du manuel, ses techniques manquent de raffinement, et ses mouvements laissent de nombreuses ouvertures. La discussion entre les instructeurs se poursuit avec l'assistant mentionnant qu'à présent, Nyong Wan Gang est le seul disciple de l'âme noire, et que malgré son manque de force physique, il est un candidat solide pour être l'un des 10 seigneurs démons et pourrait même être le vainqueur de ce test. Le chef instructeur acquiesce, ajoutant que bien que Wan Gang soit encore un novice qui n'est pas digne de porter l'épée d'annihilation, il ne semble pas y avoir de personne plus forte que lui parmi ceux qui sont présents, à moins que quelque chose de complètement inattendu ne se produise. Après une longue période et la fin de la bataille acharnée, il ne reste que 2 personnes en vie dans l'arène pleine de cadavres, Nyong Gang et Unsol. Wan Gang se tient sur le terrain d'entraînement et exprime sa surprise qu'Unsol soit celui qui a réussi à survivre jusqu'à la fin. Il se tourne ensuite vers lui et le met au défi, disant que s'il le tue, il deviendra également un candidat pour être l'un des 10 seigneurs démons et l'invite à l'attaquer. Unsol le regarde calmement et pense que bien qu'il se rende compte que Wan Gang est le plus fort ici, il a déjà découvert sa faiblesse, et il est confiant qu'il peut gagner contre lui sans aucun doute. Après avoir étudié son style de combat à partir des cadavres qu'il a laissés derrière lui, Wan Gang saute de sa place et propose sarcastiquement de tester un peu ses compétences, puis lance une attaque violente sur lui. Unsol esquive ses coups successifs avec habileté, il ne subit donc que des blessures superficielles. Un Gang se moque de lui, disant que tout ce qu'il sait faire, c'est esquiver maladroitement, et qu'il est impressionnant qu'il ait tenu aussi longtemps. Le chef instructeur et son assistant regardent le combat, et ils ont remarqué que bien qu'Unsol semble se faire battre impuissant, il bouge en fait son corps au dernier moment de chaque coup pour éviter de recevoir une blessure mortelle. Le chef instructeur se rend compte avec étonnement qu'Unsol a mémorisé les schémas d'attaque d'un Gang en examinant les cadavres, et il admire son incroyable niveau d'observation. Unsol s'adresse à un Gang calmement malgré son sang et lui dit que ses techniques d'épée sont pathétiques et qu'après tout ce barrage d'attaque, tout ce qu'il a fait, c'est lui couper la chair, et ces mots le choquent. Les instructeurs sont étonnés de son audace à le provoquer, réalisant que malgré sa bonne esquive, lancer une contre-attaque est une affaire complètement différente, surtout avec son corps mince, ce qui rendra difficile de porter un coup efficace. Un Gang est mis en colère par ces mots et lui dit qu'il avait prévu de le laisser vivre un peu plus longtemps, mais son arrogance lui a fait décider de lui accorder son souhait de mourir rapidement. Il crie qu'il va exaucer son souhait et se prépare à porter un coup de grâce. Unsol voit l'attaque arriver et se rend compte que sa chance ne viendra qu'une seule fois. Il se souvient de ce qu'il a découvert en examinant les cadavres, à savoir que son coup de grâce cible toujours les points vitaux de l'adversaire, en particulier le cœur et la tête. Il avait déduit que lorsqu'il se bat avec l'intention de tuer,
son épée va inévitablement vers la partie supérieure du corps de l'adversaire. En conséquence, lorsqu'un gang se précipite vers lui, visant sa tête, Unsol se baisse rapidement et esquive le coup et dirige sa contre-attaque vers son cou, exploitant la faiblesse qu'il avait découverte. Au milieu du combat, Unsol se souvient de sa connaissance du point vital Tian 2, un point faible qui est difficile à renforcer même pour les maîtres d'arts martiaux. Et il se souvient que si un enfant le frappe de toutes ses forces, un adulte peut perdre conscience instantanément. Unsol utilise cette connaissance et porte son coup décisif et dirige sa petite épée vers le cou de Wangang. Wangang se tient avec du sang dégoulinant de lui, puis tombe au sol, et ainsi Unsol est le vainqueur du duel. L'Unsol épuisé et taché de sang se demande si c'est fini. Les instructeurs regardent la scène sous le choc, et l'assistant commente que ce qui s'est passé était une variable complètement inattendue. Alors que le chef instructeur exprime sa déception car il avait de grandes attentes pour l'art de l'épée de lame noire, il annonce ensuite à haute voix que Bo Unsol a réussi le deuxième test. Dès qu'il entend la nouvelle, Unsol tombe dans l'un de ses souvenirs et perd conscience et entre dans un rêve dans lequel il voit son grand-père l'appeler. Il court vers lui joyeusement, lui disant où il est. Mais quand il l'atteint, le grand-père lui dit qu'il ne peut pas le voir. Le rêve se transforme soudainement en un cauchemar où il voit le visage défiguré de son grand-père confirmant qu'il ne peut pas du tout voir sa forme, et il se réveille terrifié. Unsol se réveille pour se retrouver dans un endroit étrange entouré de jeunes combattants d'âge différents. Unsol se retrouve à l'intérieur d'un navire et se rend compte qu'il s'est évanoui à cause de la perte de trop de sang. Il remarque que ses blessures graves ont été soignées, et il ne ressent plus aucune douleur. Il suppose donc qu'un médecin célèbre digne du statut du palais du diable l'a soigné. Il regarde autour de lui pour voir le reste des survivants et remarque qu'ils ont des physiques forts, et il reconnaît certains des visages. Il en conclut donc que ce sont eux qui ont réussi le premier test. Il sent leur regard de dédain, mais il voit que c'est à prévoir. La porte du navire s'ouvre, et on dit à tout le monde de descendre. Et l'un des officiels annonce qu'ils ont atteint la prochaine zone de test, qui est l'île de l'enfer. Les candidats suivent l'officiel jusqu'à l'île à l'allure inquiétante, et là, il montre un groupe de grottes et leur dit qu'ils y dormiront. Il leur ordonne de mettre de côté leurs vêtements et armes précédents et de porter les nouveaux vêtements et épées qui ont été préparés pour eux et ajoute qu'ils sont libres de choisir la grotte qui leur convient. L'un des survivants dit qu'il a trouvé une grotte et l'a trouvée appropriée et confortable, contrairement à ses attentes. Pendant ce temps, une bagarre éclate entre deux candidats pour le droit à l'une des grottes, mais d'autres interviennent pour calmer le différend. Unsol les regarde et pense que ces gens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé lors du deuxième test et qu'ils sont tous complaisants et détendus. Il remarque également que beaucoup d'entre eux portaient des vêtements chers, et il se demande s'ils viennent tous de clans prestigieux. Unsol réfléchit à ce qui s'est passé et en conclut que le deuxième test était un moyen de se débarrasser des personnes qui pouvaient être facilement tuées. Pendant ce temps, l'officiel qui a supervisé la distribution des grottes s'approche de lui et lui reproche sa lenteur et l'exhorte à se dépêcher et à choisir. L'officiel pense en lui-même que bien que le regard perçant d'Unsol ait attiré son attention, il ne s'attendait pas à sa survie, et il est maintenant curieux de voir sa prochaine décision. Unsol montre une grotte sombre et peu attrayante annonçant qu'il l'a choisie. Le responsable se moque de lui en disant qu'il a choisi un endroit qui convient à ses vêtements minables et qu'il est dégoûté. Mais le responsable est impressionné par son choix et pense que c'est un vrai génie. Car il sait que bien que l'entrée de la grotte ait l'air petite et sale, l'intérieur est assez spacieux pour s'entraîner, et sa petite entrée la rend facile à défendre contre les intrus. Le responsable constate que la plupart des gens évitent cette grotte à cause de son entrée. Mais Unsol a pu évaluer la situation avec précision, puis lui demande de se préparer pour la prochaine étape. Une fois que tout le monde a mis le nouvel uniforme, le responsable commence à expliquer la tâche suivante. Il explique que Ellisland possède 10 installations pour l'enseignement des arts martiaux, et que dans chaque bâtiment, ils peuvent apprendre les arts martiaux de l'une des 10 sectes démoniaques. Il ajoute qu'on est libre de tous les apprendre ou de se concentrer sur un seul, et qu'ils ont une liberté totale pour organiser leur emploi du temps, que ce soit en dormant, en jouant, en apprenant des arts martiaux ou en s'entraînant seul. Cela surprend Unsol car il se souvient de la brutalité du deuxième test, et il n'arrive pas à croire qu'on les laissera s'entraîner en paix. Bientôt, les survivants commencent à se demander quel art martial ils devraient apprendre en premier, et la plupart d'entre eux s'accordent sur la secte de l'épée de pluie de feu, dont ils ont entendu dire qu'elle était la plus forte. Tout le monde se précipite là-bas. Unsol les regarde, pensant qu'il a également entendu dire qu'ils étaient les plus forts parmi les sectes démoniaques, et qu'apprendre leurs arts martiaux serait certainement utile. Mais il décide que ce n'est pas pour lui car il n'a jamais appris d'arts martiaux auparavant, il n'a donc pas besoin de commencer par les arts les plus forts. Unsol réfléchit à ce dont il a vraiment besoin maintenant et prend un chemin différent. Unsol se dirige vers l'une des installations d'entraînement aux arts martiaux. Unsol arrive à un bâtiment ancien et délabré et le reconnaît comme le pavillon de la bête errant. Il se souvient que la réputation de ce pavillon s'est tellement détériorée qu'il est à peine compté parmi les 10 sectes démoniaques, et que la seule raison de sa survie est son histoire de diplomation d'un nombre considérable des plus grands maîtres d'arts martiaux de leur temps. Il se souvient également que son grand-père lui en avait parlé. Unsol décide de s'entraîner ici, mais en avançant, il remarque que le sol devant lui bouge. Soudain, la tête d'un homme émerge du sol. L'homme se présente comme Sao, le maître de l'aile secrète du pavillon de la bête errante,
et lui demande s'il est venu ici dans l'espoir de devenir l'un des 10 seigneurs démons. Unsol se tient devant lui et répond respectueusement, confirmant qu'il est venu apprendre les arts martiaux du pavillon de la bête errante. Soho le regarde de haut en bas, puis rit et lui ordonne de partir pour ne pas précipiter sa mort, annonçant qu'il n'a pas l'intention d'enseigner les arts martiaux, surtout à quelqu'un qui a l'air aussi fragile que lui. Unsol répond au maître Soho avec confiance, expliquant qu'il a entendu dire que s'il apprenait les arts martiaux du pavillon de la bête errante, il acquérait la capacité de survivre à tout. Sao se moque de ses paroles, exprimant sa surprise qu'il connaisse des arts martiaux qui sont sur le point de disparaître. Il l'avertit ensuite que même les plus grands génies ont du mal à apprendre leurs arts martiaux car ils commencent par modifier le corps. Et avec sa condition physique actuelle, il mourrait en un jour. Il lui ordonne ensuite de partir puisqu'il a compris. Au lieu de partir, Unsol s'incline complètement et place son front sur le sol. Soho lui demande avec surprise ce qu'il fait, et Unsol répond que puisqu'il a accepté de lui enseigner, il ne peut qu'offrir son respect à son nouveau maître. Sao le traite de fou têtu, mais il finit par céder et accepte de lui enseigner. Sao sort du sol et lui assure de ne pas se méprendre car il ne lui enseigne que parce que le palais du diable lui en a donné l'ordre. Il se présente ensuite à nouveau comme le maître du pavillon de la bête errante, Sao, et lui demande de l'appeler maître Sa à partir de maintenant. Unsol essaie de se présenter, mais il l'interrompt, disant qu'il n'est que l'apprenti numéro 1. Sao commence l'entraînement immédiatement, et Unsol se retrouve soudain dans l'obscurité totale et se rend compte qu'il ne peut rien voir. Soho lui dit qu'il a temporairement scellé sa vue en utilisant les techniques secrètes du pavillon de la nuit errante. Il explique qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour apprendre le chemin de la bête errante, une technique de base qui aiguise tous les sens et donne à son propriétaire des réflexes de bête. Il ajoute que leurs arts martiaux sont différents des autres car ils changent radicalement selon la personne qui les apprend. Et pour cette raison, maîtriser la technique de base est très difficile, ce qui a conduit à une diminution du nombre de personnes essayant de la maîtriser jusqu'à ce que le pavillon atteigne son état de délabrement actuel. Mais il lui assure que s'il peut la maîtriser, il acquérera les sens d'une bête errante, puis ajoute avec un sourire sarcastique que la plupart des gens meurent avant d'atteindre ce point. Soho lui dit qu'il devrait s'habituer à l'obscurité dans environ 1 heure et qu'il reviendra le voir alors. Unsol se retrouve seul dans le noir et remarque que ses autres sens ne sont pas devenus plus aiguisés comme il s'y attendait. Il se rend compte qu'1 heure est très longue et qu'il doit s'adapter le plus rapidement possible. Il pense que d'innombrables combattants sont en compétition pour devenir l'un des 10 seigneurs démons et que s'il est attaqué dans cet état, il sera complètement impuissant. À ce moment, un attaquant descend d'en haut en silence, mais Unsol l'esquive avec un mouvement instinctif et tombe au sol. Unsol réalise à ce moment que sa vue ayant disparu, son équilibre est maintenant la chose la plus importante. Pendant la nuit, Sao retourne auprès d'Unsol et pense avec sarcasme que ce jeune homme doit être complètement perdu maintenant. Maître Sao revient après 1 heure et observe l'entraînement d'Unsol et trouve sa méthode unique. Il pense que la plupart des apprentis attendent patiemment que leurs autres sens reviennent à fonctionner après avoir perdu la vue. Mais en revanche, Unsol bouge violemment, imaginant un ennemi fantôme contre lequel s'entraîner. Unsol bougeait avec une douceur complète dans l'obscurité, et Sao en conclut que c'est la raison de son adaptation rapide à la nouvelle situation. Il remarque qu'Unsol s'est habitué à l'obscurité et le met ensuite au défi d'essayer d'esquiver son épée. Après 3 jours d'entraînement continu et intense sous la pluie, Unsol s'entraînait toujours avec Sao. Sao le surprend avec un mouvement rapide et frappe Unsol au ventre avec la poignée de son épée, qu'il n'a pas pu esquiver. Sao contemple la situation et pense que 3 jours se sont écoulés et qu'il est temps pour Unsol de commencer à remettre en question son style d'entraînement, mais il l'accepte sans aucune question. Il arrête d'attaquer et lui demande pourquoi il n'est pas curieux de savoir comment éviter les attaques ou la théorie derrière l'entraînement. Unsol répond qu'il se souvient qu'il a dit que l'essence des arts du pavillon du chevalier errant est d'atteindre l'illumination par soi-même. Il a donc supposé qu'il y avait une raison à ce qu'il faisait. Soho est surpris par sa réponse et admet qu'il a raison, puis lui dit avec enthousiasme de continuer à s'entraîner. Pendant l'entraînement, Unsol atteint une nouvelle étape de conscience et sent qu'il peut voir le chemin de l'épée à venir. Mais il se rend également compte qu'il ne peut pas esquiver la prochaine attaque, alors il décide de la bloquer à la place. Unsol réussit à bloquer l'attaque de Sao, ce qui le surprend, et il se demande comment il a pu bloquer l'attaque silencieuse. Après seulement 3 jours d'entraînement, Unsol tombe au sol épuisé et note qu'il ne pouvait même pas bloquer correctement l'attaque. Sao s'approche de lui, puis lui offre une boisson d'une gourde en bambou, et Unsol le remercie. Unsol boit et est surpris que ce ne soit pas de l'eau car il ressent une énorme énergie qui coule dans son corps comme si le sang qu'il avait perdu lui revenait. Sao lui dit que c'est l'eau spirituelle de source supérieure qu'il a économisée toute sa vie, mais il n'a pas l'impression de la gaspiller sur lui. Sao pense en lui-même avec beaucoup d'enthousiasme qu'il a enfin rencontré le génie qu'il attendait toute sa vie. À un autre moment, l'entraînement d'Unseol continue. Alors que Sao le met au défi d'essayer de bloquer à nouveau son attaque. Sao continue d'attaquer Unsol avec des coups d'épée forts et successifs, mais Unsol esquivait difficilement les attaques. Soudain, Sao est apparu derrière Unsol, exprimant son insatisfaction quant à la performance défensive d'Unsol. Et soudain, Sao arrête d'attaquer, ce qui laisse Unsol haletant et se demandant pourquoi il s'est arrêté. Puis Sao éclate de rire,
annonçant qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. À ce moment, le sceau sur les yeux d'un Sol se brise et il retrouve la vue. Sawo s'adresse à un Sol par son nom complet et l'invite à oublier de devenir l'un des 10 seigneurs démons et à devenir plutôt un disciple officiel dans son pavillon. Il lui promet que s'il le fait, il fera de lui l'un des 10 maîtres d'arts martiaux les plus forts de la secte démoniaque d'ici 10 ans. Sol réfléchit à l'offre et se rend compte que Sawo ne ment probablement pas sur sa promesse, mais il se souvient que le tueur de son grand-père est très habile. Et il arrive à la conclusion qu'il ne peut pas se contenter d'apprendre uniquement les arts martiaux du pavillon de la bête errante. En conséquence, Sol annonce sa décision décisive qu'il deviendra un seigneur démon. Sawo se moque de son ambition et lui dit de l'oublier si son but est d'apprendre les arts des 10 sectes démoniaques, expliquant que c'est impossible même pour quelqu'un d'aussi talentueux que le plus grand empereur démon céleste. Il lui explique que chaque art martial convient à une structure corporelle et à un type d'énergie spécifique, et que peu importe le talent d'une personne, elle ne peut pas apprendre plus de 2 ou 3 types d'arts martiaux, et que se concentrer sur un seul art martial est le moyen le plus rapide de devenir le plus fort. Sol s'excuse pour son insistance, et Sawo se demande s'il existe un moyen de faire changer d'avis Sol. Finalement, Sawo cède et accepte de lui enseigner un art martial différent. Sol est surpris par cela, expliquant qu'il n'a appris que les bases du pavillon des bêtes errantes. Puis Sawo surprend Sol avec une attaque rapide et décisive, mais Sol parvient à bloquer l'attaque par lui-même. Sawo lui révèle que les arts martiaux de son pavillon ne sont pas seulement transmis par des étapes ou des théories, et Sol a en fait pratiqué le chemin de la bête sauvage de son pavillon tout ce temps. Sol se rend alors compte que toutes les frappes d'épée que Sawo lui a adressées n'étaient pas seulement un entraînement, mais étaient les véritables formes du chemin de la bête sauvage. Sol remercie son maître, mais Sawo refuse ses remerciements, insistant sur le fait qu'il exécutait les ordres du palais du diable. Sol insiste sur sa gratitude, lui rappelant l'élixir qu'il lui a donné et promet qu'il n'oubliera jamais sa gentillesse. Sawo lui dit de l'oublier, expliquant que c'est la nature du monde des arts martiaux du Jianghu, où oublier les faveurs et les rancunes est toujours la meilleure option. Puis après un moment de silence, Sol lui dit qu'il va partir. Sawo regarde Sol de loin alors qu'il part et se demande avec étonnement d'où vient une personne aussi talentueuse et pense qu'une tempête sanglante va bientôt balayer l'île de l'enfer. Sol pense à sa capacité à sentir cela en apprenant le chemin de la bête errante, ce qui a rendu ses sens extrêmement aiguisés. Mais il voit que cette conscience constante est très fatigante même lorsqu'il ne fait rien, et il sent qu'il ne pourra pas se reposer correctement si la situation continue ainsi. Il décide donc qu'il doit apprendre à contrôler ses sens et à les supprimer autant que possible. Sol commence à se concentrer, essayant de contrôler ses sens comme s'il arrêtait une goutte d'eau. Et après quelques instants, il ouvre les yeux, sentant que ce niveau de contrôle est suffisant pour l'instant. Sol sort une carte et la regarde et pense que le palais du diable ne gardera pas les stagiaires sur l'île de l'enfer juste pour les entraîner indéfiniment. Il en conclut que le temps dont il dispose est sur le point de s'épuiser. Et si c'est le cas, alors il n'a pas d'autre choix. Sol décide de se diriger vers la secte la plus forte parmi les 10 sectes démoniaques qui est la secte de l'épée de la pluie de feu fondée par l'empereur de l'épée de la pluie de feu, Xuakuawon, qui était un rival du plus grand empereur démoniaque céleste il y a 700 ans. En arrivant à la secte de l'épée de la pluie de feu, Sol constate que leur salle d'arts martiaux ressemble à un palais majestueux comparé au modeste pavillon des bêtes errantes. Quand il s'approche de la porte, un homme l'ouvre et se demande qui est le visiteur à une heure pareille. Sol se rend compte qu'il est instructeur d'arts martiaux dans cette secte, et il s'incline respectueusement, annonçant qu'il est venu apprendre leurs arts martiaux. L'instructeur lui demande de le suivre et lui explique que leurs arts de l'épée sont les plus vastes de tous les arts démoniaques, mais ils sont aussi les plus longs à apprendre. Il ajoute que ceux qui sont arrivés il y a un demi-mois ont déjà terminé le test élémentaire et sont passés au test intermédiaire, puis lui demande pourquoi il est si tard. Sol lui dit qu'il apprenait les arts martiaux au pavillon des bêtes errantes depuis un demi-mois. L'instructeur est surpris et lui demande si cela signifie qu'il a appris le chemin de la bête errante, et Sol le confirme. L'instructeur pense en lui-même qu'il sait que ce garçon est un génie, mais il est impossible qu'il ait maîtrisé le chemin de la bête errante en seulement un demi-mois. Il en conclut que ce qui s'est probablement passé, c'est que Sawo s'est agacé de lui et l'a renvoyé rapidement, et il voit qu'il n'y a rien à faire. Après cela, il se présente en disant que son nom est Jingak, et qu'il est en charge du test pour débutants. Et il lui demande de l'appeler professeur. Jingak demande à Sol s'il a vraiment l'intention d'apprendre l'art de l'épée de la pluie de feu, suggérant qu'il serait peut-être préférable pour lui d'aller à un autre test. Sol le remercie de sa préoccupation, mais il insiste pour apprendre les arts de la secte de l'épée de la pluie de feu. Jingak accepte sa requête et lui montre ensuite un grand parchemin expliquant qu'il s'agit de la forme d'introduction et de la méthode pratique des 13 formes de pluie de feu, et il lui demande de l'étudier et de s'entraîner seul. Sol a l'air confus et se demande ce qu'il est censé en faire. Jingak se retourne avec désapprobation et lui demande si cela signifie qu'il ne sait pas lire un manuel d'épée, et Sol admet qu'il ne le peut pas, expliquant qu'il n'a jamais appris le maniement de l'épée avant de venir ici. Jingak se fiche sur place, choqué, puis demande à Sol à nouveau pour s'assurer qu'il est vrai qu'il n'a pas appris le maniement de l'épée de toute sa vie. Il pense en lui-même que ses dossiers indiquent en effet qu'il n'a utilisé que la pluie de feu jusqu'à présent, et que même lors du deuxième test,
il n'utilisait pas un style d'épée spécifique, mais il a toujours du mal à croire qu'il ne peut même pas effectuer les bases les plus élémentaires, qui sont les pas d'épée. D'un autre côté, il se souvient de ses incroyables compétences d'observation et de ses réflexes rapides lors du deuxième test, ainsi que de la perspicacité dont il a fait preuve lors du choix de sa grotte. Jingak se rend compte que s'il a atteint ce niveau alors qu'il est encore une page blanche, alors s'il est correctement enseigné, son potentiel sera immense. Jingak change de stratégie et suggère que même s'il ne peut pas voir les pas d'épée, il peut lire, et il lui demande de lire ce qui est écrit sur le parchemin. Un seul lit les mots à haute voix, relaxation complète du corps, un flux fluide en une seule entité, puis répète la première partie sur la relaxation du corps. Jingak lui explique que cela signifie qu'il doit se détendre et utiliser son corps de manière flexible lorsqu'il pratique le maniement de l'épée en se concentrant particulièrement sur la relaxation de son torse et de sa taille. Un seul essaie d'appliquer les instructions, et il se plie dans une position étrange. Et Jingak pense qu'il est ironique qu'ils doivent enseigner de telles bases dans un endroit dédié au choix des 10 seigneurs démons. Il lui demande de se tenir à nouveau correctement et corrige sa posture, expliquant que lorsque son corps est tendu, son torse est également tendu, et qu'il doit contrôler son esprit et le détendre afin que tout se déroule en douceur en un seul mouvement. Un seul répond immédiatement, et sa position se stabilise. Jingak est surpris par la rapidité de sa compréhension et de sa correction de sa posture dès qu'il a parlé. Il lui dit avec un sourire satisfait que sa position est maintenant suffisante et qu'il va lui enseigner immédiatement les 13 formes de pluie de feu. Jingok commence à lui expliquer les mouvements, et Ansul les imite avec une précision et une rapidité étonnantes. Jingok confirme ses soupçons et se rend compte que ce garçon est vraiment talentueux. Une fois l'entraînement terminé, il lui dit qu'il doit maintenant imaginer un ennemi devant lui et utiliser les 13 formes de pluie de feu, expliquant que c'est le test qui le qualifiera pour passer dans la salle intermédiaire et que son but est de voir l'intention de l'épée inhérente à ses mouvements de base. Ansul se rend compte que l'opportunité qu'il attendait est arrivée plus tôt qu'il ne le pensait, et qu'il doit faire ses preuves ici et maintenant. Il ferme les yeux et se concentre, imaginant un ennemi qu'il doit vaincre. Il ouvre soudainement les yeux et déclenche la première technique des 13 formes de pluie de feu, le cyclone inégalé. Jingak le regarde avec intérêt, et un seul continue avec les deuxième et troisième techniques, les nuages brumeux flottants. Jingak regarde avec étonnement et se demande si ce qu'il voit sont vraiment les formes de la pluie de feu. Il se souvient que la technique des nuages brumeux flottants est censée être une technique d'épée douce et gracieuse, similaire dans son mouvement au mouvement des nuages et à la propagation du brouillard. Mais la façon dont un sol l'utilise est étrangement tranchante et mortelle. Jingak se demande avec étonnement si un sol change consciemment les mouvements. Car changer les mouvements de base d'une technique d'épée qui a été transmise de génération en génération est quelque chose que seul un grand maître peut faire. Il note que ces mouvements d'épée modifiés sont remplis d'une intention de tuer violente comme s'il affrontait l'ennemi de son maître ou de ses parents. Il pense que le style de combat de la secte de l'épée de la pluie de feu, qui est considéré comme le chemin orthodoxe parmi les chemins de l'épée, a changé de manière aussi radicale, et il se demande quel genre de vie un sol a vécu pour porter tout cela. En même temps, un sol se sent étrange aussi bien qu'il remarque que le flux au bout de ses doigts change les chemins de l'épée comme il le souhaite. Il se demande si le chemin de la bête errante est la raison de cela, et il se rend compte que plus il utilise les formes de pluie de feu, plus les sens qu'il a acquis grâce au chemin de la bête errante deviennent aiguisés. Il pense à intégrer pleinement les deux styles, mais il hésite, se rendant compte que s'il le fait, cela produira un style d'escrime complètement différent et ne sera pas les 13 formes de pluie de feu requises pour le test. Il décide qu'il doit se dépêcher et revenir aux bases de l'épée originale. Soudain, l'image de l'ennemi dans son esprit devient plus claire, et il se fiche sur place lorsqu'il se rend compte que c'est le bâtard qui a tué son grand-père. La colère d'un sol s'embrase, et il se précipite en avant de toutes ses forces, déclenchant la 7e technique des 13 formes de pluie de feu, le cœur des 4 mers. Il lance une attaque féroce, mais l'adversaire l'évite. Un sol a réalisé que son adversaire imaginaire est rapide, plus rapide que quiconque il n'ait combattu jusqu'à présent. Puis il commence à imaginer l'adversaire l'attaquant. Il décide qu'il ne peut lui donner aucune occasion d'attaquer et qu'il doit utiliser toutes les techniques restantes qu'il a en même temps. Il verse toute sa force dans son attaque, exécutant une série de coups dévastateurs, mais l'adversaire bloque toutes ses attaques et lui coupe les mains. Un sol imagine l'attaque, lui coupant les 2 mains sans pouvoir éviter l'attaque ni même la bloquer. Une fois l'attaque terminée, un sol se tient haletant, ayant complètement épuisé son énergie. Jingak le regarde et pense qu'à la fin, il a perdu contre son ennemi. Mais il s'approche de lui et lui dit qu'il a réussi le test, et il le regarde avec confusion. Jingak explique que ce qui est testé dans la salle élémentaire est la compréhension de l'épée par le stagiaire et sa capacité à exécuter les 13 formes de pluie de feu dans un vrai combat, et il lui assure qu'il l'a définitivement prouvé. Il lui rend son épée, complimente son exécution des formes de pluie de feu et l'invite à rejoindre le hall intermédiaire. Un seul pense au professeur, Jingak, et comprend que ça a dû être pénible pour lui d'enseigner à quelqu'un qui ne connaît rien à l'escrime, mais il lui a quand même tout appris étape par étape. Un seul remercie le professeur Jingak pour tout le temps qu'il lui a consacré, qui lui sourit et l'encourage à continuer à travailler encore plus dur à l'avenir. Il ajoute ensuite un avertissement,
lui disant que son épée porte une intention de tuer particulièrement forte et lui conseille de faire attention à ne pas se laisser contrôler par cette intention. Un Sol s'incline respectueusement et s'en va. Et ici, Jingak réalise pleinement qu'il disait la vérité et qu'il avait effectivement appris le chemin de la bête errante en seulement 2 semaines. Il pense que, peut-être à cause de sa vitesse d'apprentissage incroyablement rapide, il est passé au hall intermédiaire beaucoup plus vite qu'il ne s'y attendait. Il s'avoue qu'au début, il n'était pas sûr qu'il serait capable d'atteindre le hall intermédiaire, mais maintenant il en est absolument certain. Alors qu'un Sol ouvre les portes du hall suivant, Jingak pense au professeur du hall intermédiaire, Shawan Gang, et s'attend à ce que, bien qu'un gang puisse rejeter un Sol au début, il finira par devenir obsédé par lui. Un Sol entre dans le hall intermédiaire, et le professeur un gang le remarque et s'adresse à lui, disant qu'il semble qu'il vient de passer le hall des débutants. Il se moque ensuite de lui, ajoutant que s'il a mis plus de 20 jours à comprendre 30 formes de Huavu, alors il perd son temps ici. Un Sol explique qu'il était en retard parce qu'il a passé les 15 premiers jours au pavillon Nangia. Un gang déduit de ses paroles qu'il prétend que son temps dans le hall des débutants n'était pas si lent et pense avec mépris qu'il doit être l'un de ceux qui se sont enfuis en essayant de maîtriser le difficile chemin de la bête. Un gang lui ordonne de s'asseoir, exprimant son doute quant à sa capacité à suivre le rythme des autres. Un gang commence la leçon, expliquant que l'épée de pluie de feu tonitruante est composée de mouvements rapides et que ceux qui ne sont pas habiles avec l'épée finiront par se blesser. Il ajoute que cet art martial est difficile à utiliser dans un vrai combat, tout comme les 13 formes de pluie de feu. Pourtant, ce n'est qu'un art martial de base qu'ils doivent apprendre à ce stade. Il souligne que leur objectif principal ne sera pas de gagner, mais de perfectionner leur maniement de l'épée. Après cela, il demande à l'un des stagiaires nommé Bayok Anseong de s'avancer et de choisir un adversaire pour un duel. Anseong demande s'il est libre de choisir n'importe qui, et l'instructeur le confirme. Alors Anseong pointe directement Anseol. Wan Gang a essayé de s'y opposer, mais Anseol lui rappelle qu'il a dit qu'il pouvait choisir n'importe qui. Wan Gang se met en colère et traite Anseol d'idiot, se demandant comment il espère tester son épée contre quelqu'un qui vient de terminer l'entraînement élémentaire et lui ordonne d'en choisir un autre. Un Sol intervient, disant que cela ne le dérange pas et qu'il l'affrontera. Il explique qu'il a appris à manier l'épée auprès du professeur Jingak et pense qu'il apprendra plus vite s'il teste son épée contre d'autres. Un gang pense qu'un Sol essaie juste de protéger sa fierté avec ses compétences limitées, mais il accepte publiquement, disant que connaître ses propres capacités est une compétence nécessaire, et il espère qu'un Sol est assez habile pour atteindre le hall avancé. Anseong voit cela comme une occasion en or de se démarquer parmi les génies. S'il tue ce nouveau venu, il pourra établir sa position. Les deux adversaires se font face, et Anseong dit à Anseol qu'il a du courage, mais qu'il a besoin de plus que cela pour survivre dans le monde de Murom. Puis il ordonne à un gang de commencer le duel. Le duel commence par une attaque féroce de Anseong, mais Anseol l'esquive avec habileté. Anseong poursuit son attaque, et leurs épées s'entrechoquent avec puissance. À travers cet affrontement, Anseong ressent la faiblesse de la résistance d'Anseol, et il réalise avec un sourire sarcastique qu'il est en effet un parfait novice. Anseong éclate de rire, se moquant de son stupide adversaire, puis annonce qu'il va lui montrer la véritable épée de pluie de feu tonitruante. Anseong lance une série d'attaques rapides, mais il est surpris qu'Anseol esquive tous ses coups avec facilité. De loin, le professeur Wan Gang observe la situation et pense que Byok Anseong n'est pas habile dans l'utilisation de l'épée. En revanche, il remarque qu'Anseol non seulement esquive les coups avec rapidité, mais semble aussi prédire chaque mouvement, ce qui soulève ses soupçons quant à la possibilité qu'il ait appris le chemin de la bête errante. Un gang rejette cette idée, réalisant que bien que le chemin de la bête errante soit l'art martial de base du pavillon de la bête errante, il est extrêmement difficile et ne peut être maîtrisé que par les maîtres les plus habiles. Et il est impossible pour quiconque, même un génie doué par le ciel, de l'apprendre en seulement 2 semaines. Un gang décide qu'il ne peut pas juger les compétences d'un Sol juste par ses esquives et que ce duel est destiné à tester ses compétences dans l'utilisation de l'épée, pas ses réflexes. Anseol cesse d'esquiver et commence à contre-attaquer en utilisant les 13 formes de pluie de feu, ce qui choque le reste des stagiaires. Anseong se moque de l'utilisation par son adversaire d'une technique de débutant et pense qu'il peut l'esquiver les yeux fermés, mais il remarque que la version de la technique d'Anseong est légèrement différente. Anseong est surpris lorsque le coup d'Anseong pénètre sa défense et le frappe. Anseong se met en colère, se demandant si Anseol a caché ses compétences tout ce temps et utilise une version modifiée des formes pour se moquer de lui. Il suppose qu'Anseol fait tout cela pour attirer l'attention du professeur et passer immédiatement au hall avancé. Anseong réalise que si la situation continue ainsi, c'est lui qui aura l'air d'un idiot. Il crie de colère, déclarant que c'est lui qui ira au hall avancé et déchaîne le style d'épée de son clan, le style d'épée Azura, en utilisant sa technique mortelle, la frappe brisant le sang. Le professeur Wangang note qu'il s'agit d'un mouvement mortel de la secte de l'épée Azura, mais il est impressionné par le sang-froid d'un Sol qui n'a pas perdu l'équilibre dans une telle situation, ce qui le fait reconsidérer la possibilité qu'il ait effectivement appris le chemin de la bête errante. Anseong poursuit son attaque féroce, criant que c'est la fin d'Anseol et utilise sa propre technique spéciale, le vent lunaire sanglant protecteur,
et les deux épées s'entrechoquent dans une énorme explosion d'énergie. Les élèves restants et le professeur regardent sous le choc, tandis qu'Eunseol se souvient d'avoir utilisé la 13e et dernière forme des formes de pluie de feu, infinie et illimitée. Le duel se termine avec Han Seong tombant au sol avec du sang coulant de sa bouche. Les élèves se demandent avec horreur s'il est mort. Eunseol rengaine calmement son épée. Le professeur Wang Gang se confirme que Han Seong est bien mort, ayant reçu un coup précis à un point vital. Wang Gang demande à Eunseol s'il a toujours été un disciple du pavillon du chevalier errant, et Eunseol le nie. Le professeur demande à nouveau, se demandant s'il prétend avoir pleinement maîtrisé le chemin de la bête errante en seulement 2 semaines, et Eunseol répond qu'il n'en a appris que les bases. Un Gang se moque de sa réponse, demandant sarcastiquement si le pavillon de la nuit errante enseigne également à ses disciples à mentir de nos jours. Eunseol commence à parler, mais le professeur l'interrompt, disant qu'il n'a pas besoin d'excuses et lui ordonne de nettoyer le corps immédiatement. Les élèves chuchotent entre eux, exprimant leur choc face à un meurtre survenu lors d'un duel d'entraînement et se demandant pourquoi le coupable n'est pas puni. Un Gang leur crie de se taire et leur rappelle que c'est l'île de l'enfer, pas un hall d'entraînement ordinaire, et que quiconque utilise une technique mortelle doit être prêt à mourir lui-même. Puis il annonce la reprise du test. Plusieurs autres duels ont lieu. Et une fois terminé, un Gang rassemble les élèves qui ont perdu et leur dit qu'ils ont échoué au test et doivent partir immédiatement pour trouver un autre hall d'arts martiaux. L'un d'eux proteste, disant qu'il ne s'agissait que d'un seul match et il demande une autre chance, mais un Gang refuse fermement. Il leur explique qu'ils ont peut-être réussi les tests initiaux grâce à leur forme physique, mais apprendre l'épée de pluie de feu nécessite du talent et du potentiel, ainsi que de verser du sang, de la sueur et des larmes pour surmonter ses propres limites. Il leur dit qu'ils ont échoué parce qu'ils manquent de ces qualités, puis leur ordonne de partir. Les élèves qui ont échoué partent seuls, Eunseol reste dans le hall. Un Gang lui demande pourquoi il n'est pas parti, et Eunseol demande s'il devrait partir aussi. Le professeur explique qu'il a remporté le duel et réussi le test, et devrait donc passer au test avancé. Eunseol répond que s'il doit passer à un niveau supérieur, il préférerait rester ici. Un Gang lui demande la raison de sa décision, et Eunseol explique que la seule technique d'épée qu'il a apprise est les 13 formes de pluie de feu et qu'il n'a encore rien appris dans le hall intermédiaire. Un Gang pense qu'Eunseol a appris le chemin de la bête errante et a exposé la technique de la secte de l'épée Azura, et pourtant il prétend n'avoir rien appris. Un Gang accepte de lui enseigner l'épée de pluie de feu tonitruante, qui est considérée comme une continuation des 13 formes de pluie de feu. Mais il l'avertit d'un ton sévère, disant qu'il déteste les petites astuces visant à attirer l'attention, et que s'il le voit utiliser une technique d'épée autre que les formes de pluie de feu, il lui coupera immédiatement la tête. Un Gang se sourit à lui-même, réalisant maintenant comment Eunseol a pu maîtriser le chemin de la bête errante en seulement 2 semaines. Eunseol commence son entraînement immédiatement, pratiquant la technique de la foudre perçante de l'épée de pluie de feu tonitruante. Après un court instant, Wang Gang l'arrête, disant qu'il semble qu'il ait déjà saisi les principes de la technique, et Eunseol le regarde avec confusion. Après 4 jours, Eunseol a maîtrisé l'entraînement. Le professeur Wang Gang pense aux 4 derniers jours qu'il a passé à entraîner Eunseol. Il l'avait testé de toutes les manières possibles et avait confirmé qu'il manquait complètement les fondamentaux des techniques d'épée. Il commençait à peine à apprendre le maniement de l'épée. Pourtant, Wang Gang était très impressionné par la persévérance et la concentration d'Eunseol. Il s'entraînait comme si sa vie devait s'arrêter s'il n'apprenait pas les arts martiaux. Wang Gang explique à Eunseol que l'épée de pluie de feu tonitruante est une technique qui repose sur la torsion rapide du corps pour enchaîner les mouvements, ajoutant que tous ces mouvements consistent à agiter l'épée autour du corps, ce qui les rend peu pratiques dans un vrai combat. Malgré cela, Wang Gang remarque qu'Eunseol essaie d'utiliser chaque technique de manière pratique, comme s'il essayait de tuer quelqu'un. Eunseol demande si ce n'est pas le but des techniques d'épée. L'instructeur répond que les arts martiaux démoniaques nécessitent une intention de tuer, mais pour atteindre un niveau de maîtrise plus élevé, l'épée de pluie de feu abandonne l'aspect meurtrier. Wang Gang prévient Eunseol que s'il ne peut pas se débarrasser de l'intention de tuer dans son esprit, il finira par créer un art martial qui lui nuira. Eunseol se rend compte que l'instructeur dit la même chose que l'instructeur Jingak lui a dit. Wang Gang admet que dans le passé et même maintenant, lui aussi a vécu avec une intention de tuer dans son cœur et a tué tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Mais à cause de cela, il a perdu son honneur et sa fierté, et ses prouesses martiales se sont détériorées. Wang Gang conseille à Eunseol que les techniques visant à tuer peuvent sembler être un chemin vers un niveau supérieur, mais elles sont en réalité un obstacle sur le chemin infini du maniement de l'épée, et il doit abandonner son intention de tuer. Eunseol se souvient des paroles de son grand-père selon lesquelles ceux qui utilisent l'épée ont souvent un passé plein de désespoir et de tragédie. C'est pourquoi les habitants de Murom détestent parler de leur passé. Eunseol demande pourquoi il lui raconte tout cela, et Wang Gang répond qu'il le lui a déjà dit parce que lui aussi a vécu avec le meurtre dans son cœur. Wang Gang demande le nom d'Eunseol, et il répond, Bo Eunseol. Wang Gang se rend compte qu'il est le jeune homme que Jingak a mentionné qui a survécu au 2e test et lui dit qu'il a un gros problème. Il explique que ce problème est son manque de base en arts martiaux. Il explique que ses rivaux apprennent les arts martiaux depuis leur plus jeune âge, et que s'il veut commencer à apprendre correctement l'épée de pluie de feu dans la salle avancée, l'écart entre lui et eux ne fera que s'élargir.
Par conséquent, il doit rapidement maîtriser les arts martiaux de base pour construire une base solide. Un Sol s'incline, le remerciant, et se dit qu'il est prêt à abandonner même son âme pour cette opportunité. En arrivant à la salle avancée, Un Sol ressent une aura complètement différente et perçoit une sorte de férocité différente chez les stagiaires. Il remarque que plus personne ne le regarde avec mépris et se rend compte que la raison en est son meurtre de Byok Han-seong. Il pense à l'ironie entre son ancienne profession de nettoyage de cadavres, qui était méprisée, et le fait de tuer des gens avec une épée, qui est loué. Un vieil instructeur l'accueille, disant qu'il a entendu parler de lui et l'invite à s'asseoir car la leçon est sur le point de commencer. L'instructeur annonce que comme il y a un nouveau stagiaire, il expliquera la lecture centrale de l'épée de pluie de feu en plus des 7 enseignements. Il explique les principes de base. La puissance doit être équilibrée dans chaque partie du corps. Concentrez-vous sur l'adoption d'une posture équilibrée. Rentrez la poitrine et poussez le dos vers l'extérieur, et ne concentrez pas toute l'énergie en un seul coup. Un Sol comprend ces principes et se rend compte qu'il ne les aurait pas saisis sans avoir appris les arts martiaux avancés dans la salle intermédiaire. L'instructeur termine la leçon orale pour la journée et demande à Un Sol de le suivre. Un Sol suit l'instructeur dans un jardin paisible. L'instructeur tient une branche feuillue et explique à Un Sol qu'il existe un niveau auquel celui qui ne tient pas d'épée peut vaincre celui qui en tient une, expliquant qu'une personne à ce niveau n'a plus besoin d'une épée physique pour former des arts d'épée. Soudain, l'instructeur attaque Un Sol avec la branche. L'instructeur s'arrête brusquement et pose à Un Sol une question hypothétique. S'il était soudainement attaqué de cette façon et qu'il n'avait pas d'épée, comment répondrait-il en utilisant les arts martiaux d'épée? Il ajoute que pendant qu'Un Sol était dans la salle intermédiaire, les stagiaires ici ont appris le mysticisme brillant, la première forme de l'épée de pluie de feu, et ils discutent maintenant de son aspect théorique. Il le prévient ensuite que s'il ne comprend pas sa question, il ne lui enseignera pas et lui demande de répondre avec soin. Un Sol réfléchit à la question. S'il n'y avait pas d'épée dans ma main, et répond ensuite qu'il utiliserait l'épée de son adversaire. Un Sol se précipite en avant en essayant d'arracher la branche de la main de l'instructeur, mais l'instructeur qualifie son choix de hâtif. Un Sol est surpris de constater que l'instructeur est apparu derrière lui en un instant. Un Sol essaie de rattraper l'instructeur, mais il esquive toutes ses tentatives avec facilité. Un Sol se sent frustré de ne même pas pouvoir suivre ses mouvements et se rend compte qu'il doit l'impressionner ici pour pouvoir rester dans la salle avancée. Il décide d'utiliser le chemin de la bête errante à son plein potentiel pour lire le flux et la direction du mouvement de l'instructeur. Un Sol concentre tous ses sens et lance une autre attaque, mais l'instructeur utilise son énergie pour repousser Un Sol avant qu'il ne puisse saisir la branche, faisant tomber Un Sol au sol. L'instructeur attrape Un Sol avant qu'il ne puisse se relever et rit fort en annonçant qu'il a réussi le test. Un Sol demande avec confusion comment il a réussi alors qu'il ne pouvait même pas le toucher. L'instructeur lui dit qu'il commencera à apprendre le mysticisme brillant à partir de demain et lui demande de venir tôt le matin avant les autres, et Un Sol accepte. Après le départ d'Un Sol, l'instructeur regarde la branche dans sa main et se dit qu'un louveteau reste un loup à la fin. Il sourit et dit qu'il a de grandes attentes pour lui. Plus tard, après la fin de la leçon de ce jour, Un Sol décide de se promener autour de l'île de l'enfer. Il pense à ce qui s'est passé lors du deuxième test et à la façon dont un combat pourrait éclater à tout moment ici. Soudain, il sent la présence de plusieurs personnes à proximité. Il commence à les compter et trouve 5 personnes sortant d'entre les arbres. Leur chef s'adresse à lui en disant que ses actions ont été étranges depuis qu'il est arrivé de la salle intermédiaire et qu'ils vont lui donner une leçon. Un autre ajoute que comme c'est Un Sol qui a commencé à tuer en premier, il ne devrait pas leur reprocher ce qui va arriver. Le chef se vante que les 5 sont des génies parmi les génies et sont connus sous le nom des 5 épées de pointe et lui conseille de bien se préparer. Un Sol se dit qu'il y a une autre personne. Le chef des 5 épées de pointe crie à Un Sol, mais soudain, le chef tombe mort devant ses camarades choqués. À ce moment, un jeune homme aux cheveux roux nommé Seo Jin apparaît et s'adresse à Un Sol en disant qu'ils doivent parler. Les membres restants des 5 épées de pointe sont surpris par l'apparition de Jin et lui demandent pourquoi il est ici. Jin leur ordonne de partir en disant qu'il n'a rien à faire avec des perdants comme eux. Ils sont en colère contre ces paroles mais décident de se retirer, jurant de revenir plus tard pour se venger. Un Sol pense que ce jeune homme est fort tandis que Jin les traite de lâches. Jin se tourne vers Un Sol et lui demande directement de quel côté il est. Plus tôt dans la salle d'entraînement avancée, l'instructeur dit à ses élèves qu'ils ont tous appris la première technique de l'épée de pluie de feu, mais la véritable maîtrise ne vient que lorsque chacun d'eux s'approprie la technique. Il annonce qu'il est temps de voir les gouttes de pluie enflammées qu'ils ont créées. L'instructeur demande à Un Sol de commencer et d'essayer sa technique. Un Sol s'avance et démontre sa propre version de la technique, donnant une démonstration puissante de mouvement d'épée rapide et mortel. L'instructeur commente que la technique d'Un Sol est très solide et précise et qu'il l'a remplie d'une intention de tuer. Il lui permet de retourner à sa place, puis appelle Seo Jin. Jin s'avance, et au lieu d'effectuer la première technique de l'épée de pluie de feu, il démontre une technique complètement différente qui semble être spécifiquement conçue pour contrer et vaincre la technique d'Un Sol. Un Sol se rend compte que c'était un avertissement qui lui était adressé. De retour à leur confrontation, il s'interroge à nouveau sur le sens de la question de Jin sur le camp dans lequel il se trouve. Jin crie à Un Sol en exigeant qu'il ne fasse pas l'idiot.
Jin remarque d'après les expressions faciales et le ton de la voix d'Un-Sol qu'il ne ment pas réellement et qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Jin se rend compte que la personne qu'il recherche n'est pas Un-Sol. Il se sent déçu car il espérait s'amuser et ordonne à Un-Sol d'arrêter d'agir de manière ennuyeuse à partir de maintenant. Il le menace ensuite que s'il continue à lui taper sur les nerfs, il le tuera aussi, puis il part. Un-Sol en déduit que Jin doit être un espion et qu'il se passe beaucoup plus de choses sous la surface qu'il ne l'avait prévu. Il pense que tout le monde ici ne cherche pas à devenir l'un des 10 seigneurs démons. Il réalise que, bien que l'opportunité d'apprendre les arts des 10 sectes démoniaques soit incroyable, le processus de participation à la compétition a été terriblement exécuté. Il arrive à la conclusion que cette opportunité incroyable est en même temps. Un-Sol termine sa pensée, réalisant que cette opportunité est en même temps un piège pour attraper quelque chose. Il se demande s'il y a un espion parmi eux, mais décide de ne pas s'en soucier. Que ce soit un espion ou un artiste martial démoniaque, c'est finalement un adversaire qu'il doit combattre. Alors que le soleil se couche, il pense que cela va bientôt commencer. Près de là, une souris est prise dans un piège. Dans la salle d'entraînement, l'instructeur annonce que ce jour marque la fin de l'entraînement. Il reconnaît qu'il est sûr que beaucoup se sont ennuyés en apprenant les lois, mais il explique que même les maîtres les plus habiles qui ont mené d'innombrables batailles consacrent du temps à l'étude des lois et des principes des arts martiaux. Il ajoute que connaître un art martial ne signifie pas être capable de l'exécuter, et être capable de l'exécuter ne signifie pas le comprendre vraiment. Il exprime sa conviction que l'analyse des lois qu'il leur a enseignées servira de point de départ à leur voyage dans le monde de Murom, puis leur souhaite bonne chance. Soudain, une cloche sonne, et une voix résonne partout, et l'instructeur annonce que le moment est venu et ordonne à tout le monde de se diriger vers la montagne rocheuse au centre de l'île. Les stagiaires se rassemblent à la montagne où l'instructeur en chef Yuk Ryan-Yong confirme que tout le monde est arrivé. Ryan-Yong annonce le début du 3e test et explique qu'ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste que 10. Il leur dit qu'ils peuvent se cacher ou courir comme ils le souhaitent, mais ils ne pourront pas le faire éternellement. Au fil du temps, les zones où ils peuvent rester seront restreintes, et quiconque se trouve dans une zone interdite sera tué par des démons tueurs. Un-Sol ressent la forte intention de tuer émanant de ces démons et réalise qu'ils doivent être d'incroyables artistes martiaux. L'un des stagiaires demande s'ils sont autorisés à attaquer les démons tueurs. Ryan-Yong éclate de rire, exprimant son plaisir de voir des candidats avec des objectifs aussi élevés. Il confirme qu'ils peuvent, bien sûr, les combattre et même les tuer s'ils le peuvent. Il révèle alors une récompense incroyable. Quiconque tue un démon tueur deviendra immédiatement l'un des 10 seigneurs démons. Les stagiaires réalisent que cela signifie que tuer un démon est plus difficile que de tuer tous les autres participants. Ryan-Yong leur rappelle qu'ils peuvent s'allier les uns aux autres ou se tendre des embuscades et crient qu'ils doivent tuer à tout prix s'ils le veulent car c'est le chemin pour devenir l'un des 10 seigneurs démons. Dès que le test commence, les stagiaires se dispersent dans toutes les directions. Un-Sol court rapidement, réalisant qu'il doit se dépêcher. Il sait qu'il a attiré l'attention de nombreux stagiaires jusqu'à présent, et que s'il ne s'éloigne pas immédiatement, il y a une forte probabilité qu'il soit attaqué par un groupe comme cela s'est produit auparavant. Un-Sol décide qu'il doit d'abord atteindre un endroit sûr, et l'endroit le plus sûr pour lui est le pavillon des bêtes errants. Il part à toute vitesse vers le bâtiment familier. En chemin, il remarque que la texture du sol a changé. Soudain, il sent que quelqu'un arrive. Un jeune homme blessé apparaît en courant et en criant à l'aide, disant que quelqu'un essaie de le tuer. Le jeune homme propose de récompenser Un-Sol s'il l'aide, et Un-Sol se demande si c'est un piège, mais il voit que les blessures du jeune homme sont réelles. Un-Sol sent 3 personnes le poursuivre et se demande si elles forment une équipe. Il ne veut pas s'impliquer, mais il réalise que la présence de ce jeune homme ici révélera son emplacement. Au dernier moment, Un-Sol entraîne le jeune homme avec lui dans un trou caché dans le sol. Les 3 poursuivants arrivent sur place et se demandent où leur proie a disparu, insistant sur le fait qu'il n'aurait pas pu s'échapper déjà. Le chef décide qu'il tuera définitivement ce bâtard et ordonne à ses compagnons de se déplacer et de le chercher car il n'aurait pas pu aller loin. Après leur départ, Un-Sol et le jeune homme sortent du trou. Le jeune homme remercie chaleureusement Un-Sol, disant qu'il a survécu grâce à lui. Un-Sol pense que ce trou n'était pas seulement pour se cacher et que Maître Sa a dû le préparer spécialement pour lui. Un-Sol se souvient que lorsqu'il était dans le trou, il sentait l'essence de son chemin de bête errante se développer plus que d'habitude. Il était capable de sentir le bruit de leurs pieds poussant le sol et le bruit de leurs épées à travers les vibrations. Il pouvait tout percevoir comme s'il le voyait de ses propres yeux. Un-Sol réalise que c'est le chemin de la bête errante qui utilise les vibrations, et c'est ce que Maître Sa voulait lui enseigner. Il se tourne ensuite vers le jeune homme. Le jeune homme se présente comme Géom Chorillon de la secte du sang et demande son nom. Un-Sol l'ignore et commence à s'éloigner, et Chorillon le suit, l'appelant à attendre. Chorion explique qu'il s'est enfui dans la forêt dès que le 3e test a commencé, mais ils l'ont suivi sans relâche. Il demande à Un-Sol s'il peut le rejoindre, expliquant qu'il sent que c'est une personne digne de confiance parce qu'il l'a aidé à se cacher. Sans attendre de réponse, il prend le silence d'Un-Sol pour un consentement et part avec lui joyeusement. Soudain, des sons d'une bataille féroce éclatent au loin. Un-Sol dit à son compagnon qu'il y a une bataille qui se déroule là-bas et qu'il devrait trouver un autre chemin. Chorillon est émerveillé par la capacité d'Un-Sol à sentir les vibrations et lui demande de lui apprendre à le faire. Près de là,
un combattant solitaire affronte plus d'un adversaire et jure de venger ses camarades même s'il doit vendre son âme. Le mot vengeance résonne dans l'esprit d'Eun-Sol alors qu'il ressent une sorte de haine familière chez ce combattant. Cho-Ryong lui demande ce qui ne va pas, et Eun-Sol annonce un changement de plan et qu'ils rejoindront cette bataille, ce qui choque Cho-Ryong. Alors qu'Eun-Sol avance vers la bataille, il part un coup de surprise qui lui était destiné. L'assassin est surpris et se demande comment Eun-Sol a pu arrêter la technique de dissimulation ultime interdite et lui demande s'il est également un assassin professionnel. Mais avec un mouvement rapide, Eun-Sol tue habilement l'assassin. Eun-Sol se souvient de la facilité avec laquelle il s'est débarrassé de l'un des assassins et pense que la technique de dissimulation qu'ils utilisent aurait été très ennuyeuse s'ils n'avaient pas appris le chemin de la bête errante. Pendant ce temps, Cho-Ryong hurle de terreur à la vue du sang. Eun-Sol pense que s'il aide ce combattant à se débarrasser des assassins, il pourrait lui parler du sentiment d'avoir obtenu vengeance. Les assassins décident d'en finir rapidement, et l'un d'eux dit au combattant qu'il va le tuer rapidement par respect pour avoir été le dernier en vie. Mais avant qu'il ne porte son coup, Eun-Sol intervient et le bloque. Les assassins sont choqués, se demandant d'où vient cette personne et s'il y a d'autres de leurs ennemis. Ils décident qu'ils vont également tuer Eun-Sol. Un combat acharné éclate, et Eun-Sol en tue un. Alors qu'Eun-Sol et le combattant vengeur se battent côte à côte contre les assassins, il les achève un par un. Le sang gicle partout, et le combattant vengeur porte le coup final au dernier assassin. Il rit follement, couvert de sang, et murmure qu'il a enfin obtenu sa vengeance, puis il tombe au sol. Cho-Ryong demande, Eun-Seol, est-ce que c'est fini maintenant? À ce moment-là, Cho-Ryong s'approche d'Eun-Seol et lui dit qu'il est habile mais qu'il ne doit pas baisser sa garde. Il l'attaque alors soudainement avec un poignard caché. Eun-Seol bloque facilement l'attaque, et Cho-Ryong est stupéfait et se demande comment il a pu l'arrêter. Eun-Seol dit à Cho-Ryong que tout est de sa faute car à cause de lui, il n'a pas pu poser sa question à l'autre combattant. Cho-Ryong demande avec terreur quand il a découvert son identité. Eun-Seol répond qu'il le savait depuis le début et explique que lorsqu'il se cachait sous terre, il a réalisé que Cho-Ryong cachait un ensemble d'armes sous ses vêtements. Il ajoute qu'il était facile de le remarquer à cause de la façon rigide dont il bougeait sa colonne vertébrale. Eun-Seol révèle que la raison pour laquelle il l'a gardé avec lui malgré tout, c'est qu'il était curieux de voir ce qu'il ferait. Il pensait qu'observer la façon dont une personne essaie d'en tromper d'autres lui serait utile à l'avenir. Cho-Ryong refuse de le croire, insistant sur le fait que son jeu d'acteur était parfait. Dans un geste désespéré, il lance toutes ses armes cachées restantes vers Eun-Seol. Eun-Seol esquive facilement l'attaque de Cho-Ryong. Cho-Ryong pense qu'il a ressenti quelque chose d'étrange en le poursuivant et se demande si Eun-Seol peut prédire ses mouvements. Eun-Seol esquive habilement toutes les armes cachées lancées sur lui, puis frappe Cho-Ryong. Eun-Seol lui dit que les meilleures armes cachées ne servent à rien si elles sont découvertes. Cho-Ryong se précipite vers Eun-Seol dans une dernière tentative désespérée, mais Eun-Seol met rapidement fin au combat et finit Cho-Ryong couvert de sang. Eun-Seol pense que le combat n'a pas été facile et qu'il aurait été dangereux s'il n'avait pas eu connaissance à l'avance des armes cachées. Il regarde la vie quitter le corps de Cho-Ryong et remarque sur son visage la même obsession de la vie qu'il a vue chez chaque personne qui meurt. Eun-Seol s'éloigne de la scène et passe devant les corps des assassins et du combattant qui cherchait à se venger. Il s'arrête devant le corps de ce dernier, remarquant qu'il est différent. Cet homme est mort avec un sourire sur le visage. Eun-Seol s'interroge sur le sentiment d'avoir réussi à se venger et se demande si lui aussi sera capable de sourire ainsi lorsqu'il obtiendra sa vengeance. Eun-Seol prend les épées de l'assassin mort et continue son chemin. De loin, l'un des démons tueurs observe Eun-Seol et se demande si c'est Eun-Seol qui a fait ça. Un autre démon dit qu'Eun-Seol a tué les assassins professionnels en utilisant uniquement les techniques de base de la secte de l'épée de pluie de feu. Il reconnaît qu'il est vraiment talentueux, mais ajoute qu'il y en a beaucoup d'aussi talentueux que lui ici, et que s'il ne s'améliore pas, il ne pourra pas survivre sur l'île de l'enfer. Le lendemain, Eun-Seol se retrouve poursuivi par un groupe de stagiaires. L'un d'eux utilisait un fouet en métal attaquant à distance. Eun-Seol a réussi à esquiver l'une des attaques, mais la trajectoire de l'arme change en plein vol et le frappe par derrière. Eun-Seol se rend compte qu'ils n'abandonneront pas et qu'il mourra à ce rythme s'il ne trouve pas un moyen de sortir de cette situation difficile. Pendant ce temps, au camp de l'instructeur en chef demande à quelqu'un des nouvelles. L'autre lui dit qu'il reste encore 41 stagiaires en vie sur 86. L'instructeur en chef, Yuk Ryan-yeon, est surpris que tant de personnes aient survécu même après 3 jours. Il en conclut que ceux qui restent doivent être compétents et qu'il est temps de tester véritablement leurs compétences. Il demande à son assistant de lui donner la carte. Ailleurs sur l'île, l'un des stagiaires est sur le point de tuer Eun-Seol après lui avoir arraché son épée de la main. Eun-Seol se retrouve à nouveau en fuite devant ses poursuivants. Il pense que le type d'arme qu'ils utilisent rend le combat en zone ouverte inadapté pour lui, alors il élabore un plan qui correspond à sa situation. Pendant ce temps, l'instructeur en chef Yuk Ryan-yeon regarde la carte et décide de restreindre la zone de combat et ordonne aux démons tueurs d'être lâchés dans la zone de la secte de l'épée de feu. Eun-Seol se dirige directement vers le bâtiment de la secte de l'épée de pluie de feu, et ses poursuivants le suivent à l'intérieur. Les poursuivants se demandent s'il se cache à l'intérieur, et l'un d'eux se moque de lui pour avoir été acculé. Leur chef pense que peu importe à quelle vitesse il court, il ne pourra pas leur échapper. Soudain, Eun-Seol les attaque par derrière. Le chef le traite d'idiot,
pensant que c'est une ruse naïve dans laquelle ils ne tomberont pas. Un Sol engage un combat avec eux, évitant habilement leurs attaques d'armes. Le chef est stupéfait et se demande comment ce bâtard peut lire les trajectoires de leur technique d'épée. Un Sol utilise le chaos et les couloirs étroits à son avantage et combat ses poursuivants avec acharnement. L'un des poursuivants se rend compte que cet endroit bondé affaiblit la puissance de leurs attaques. Et avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, un Sol le tue. Le poursuivant se rend compte dans ces derniers instants qu'un Sol les avait délibérément attirés ici. Un Sol pense que ses adversaires sont obligés de raccourcir leurs attaques dans cet espace étroit, ce qui affaiblit leur puissance et rend leurs mouvements plus prévisibles. De plus, il remarque qu'ils ne sont pas si habiles que ça. Il en conclut qu'il a une chance de les vaincre s'il les combat un par un. L'un des poursuivants crie et attaque, mais un Sol l'esquive. Un autre attaque avec son fouet, mais le fouet rebondit de manière inattendue sur le mur et frappe un Sol, le faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. L'un des poursuivants voit une opportunité et crie aux autres de bouger maintenant et de s'échapper de cet endroit. Mais avant que le poursuivant ne puisse s'échapper, il s'arrête soudainement. Quelqu'un l'a arrêté qui leur demande froidement ce qu'ils font et s'ils s'enfuient. Un Sol regarde la scène de loin. Après que le combattant ait fini d'achever le reste des poursuivants, il se tourne vers un Sol et lui demande s'il est leur chef. Le combattant loue l'habileté d'un Sol, puis lui demande si la technique d'épée qu'il a utilisée plus tôt était l'épée de pluie de feu. Le tueur se présente comme Wu Mengxiang et demande à un Sol son nom. Dans une scène précédente, Mengxiang criait sur ses subordonnés, leur demandant s'ils s'enfuyaient. L'un d'eux répond avec hésitation qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée de se battre dans cet endroit. Mengxiang est irrité par leur lâcheté et les tue tous en un clin d'œil. Il pense avec mépris que c'est pourquoi il déteste travailler avec des perdants qui n'ont même pas atteint le hall avancé. De retour dans le présent, au moment où un Sol est sur le point de répondre, Mengxiang éclate de rire en disant qu'il se fiche du nom de quelqu'un qui est sur le point de mourir. Mengxiang attaque un Sol avec acharnement. Un Sol essaie de bloquer l'attaque, mais le fouet s'enroule autour de son épée, puis il brise son épée avec facilité. Mengxiang se moque de lui, disant qu'il a entendu dire que le hall avancé de la secte de l'épée de pluie de feu ne lui avait enseigné qu'une seule technique défensive. Un Sol est surpris et se demande comment son adversaire connaît le mysticisme brillant et s'il possède un réseau d'informations dont il ne sait rien. Mengxiang l'attaque à nouveau, le grondant de s'être perdu dans ses pensées au milieu d'un combat. Le combat entre eux s'intensifie, et un Seol se rend compte que son adversaire détruit tout sur son passage et qu'il n'y a aucun avantage à combattre quelqu'un comme lui dans un espace clos. Un Sol s'éloigne pour créer une certaine distance entre eux. Mengxiang exprime sa déception et dit à un Sol qu'avec de telles compétences, il ne fait pas le poids face à lui. Mengxiang lance une attaque totale avec son arme à chaîne, piégeant un Sol dans une toile venant de toutes les directions. Il lui demande sarcastiquement si c'est sa dernière lutte, croyant qu'une technique défensive comme le mysticisme brillant ne le sauvera pas. Mais il est stupéfait quand il voit qu'un Sol est toujours debout. Ensuite, un Sol a réussi à se libérer de la toile que Mengxiang avait tissée avec son arme. Mengxiang rit et jure de le tuer bientôt. Un Sol analyse la situation et se rend compte qu'il peut bloquer les attaques en utilisant le mysticisme brillant, mais il ne peut pas générer suffisamment de puissance pour les arrêter complètement. À ce moment-là, il se souvient de son entraînement et réalise ce dont il a besoin maintenant. Une puissance destructrice capable de pénétrer l'acier. Un Sol concentre son énergie, puis déclenche une attaque massive qui surprend complètement Mengxiang et brise sa défense, le laissant dans un état de choc. Un Sol se tient haletant après la bataille alors qu'il se souvient de la façon dont il a contré l'attaque de Mengxiang avec une explosion massive d'énergie, libérant la technique de la foudre et du tonnerre inégalée, une technique dévastatrice qui anéantit complètement son adversaire. Un Sol pense que cette technique possède en effet une immense puissance comme l'a dit l'instructeur, mais il crache du sang, réalisant qu'elle est trop avancée pour son niveau actuel et qu'il ne peut pas l'utiliser librement. Il est soulagé d'avoir gagné, mais il voit que la bataille a duré trop longtemps et que les zones réglementées vont bientôt changer, il doit donc bouger. Soudain, il sent la présence de quelqu'un d'autre et se demande pourquoi il est ici. Il se fige en voyant un démon tueur devant lui. Un Sol se demande pourquoi un démon tueur est là et si cette zone est devenue restreinte pendant son combat. Il conclut qu'il n'a pas fini ici parce qu'il s'est enfui d'un combat et se demande s'il sera autorisé à partir en paix. Il voit que le démon ne répond pas, alors il suppose qu'il peut partir. Alors qu'un Sol essaie de le dépasser, le démon l'attaque soudainement par derrière avec un mouvement rapide. Un Sol imagine que son coup sera tranché s'il ne parvient pas à l'éviter. Un Sol esquive l'attaque à la dernière seconde et réalise que sans la voix de la bête errante, il serait sûrement mort car il n'avait même pas senti la présence de son adversaire lorsqu'il a balancé son épée. Un Sol se prépare à la confrontation et pense qu'il ne doit pas se laisser tromper par le calme de son adversaire, et que s'il essaie de bouger, le démon l'attaquera immédiatement. Un Sol se souvient d'une leçon qu'il a apprise de Sao, qui est que lorsqu'un prédateur chasse une proie, la proie n'est pas facilement attrapée même si le prédateur est plus rapide. Et la raison en est que la proie se déplace en zigzag, mais les super prédateurs réussissent toujours leur chasse car ils attaquent au moment où leur proie bouge. Un Sol se demande comment il devrait affronter un tel adversaire et se souvient du reste de la leçon. Si le prédateur attaque en fonction du timing, alors la solution est de rendre ses mouvements complètement imprévisibles. Un Sol décide d'appliquer cette stratégie.
Il commence par se déplacer en zigzag de manière prévisible, puis utilise la voie de la bête errante pour esquiver les attaques attendues. Et finalement, il saisit le bon moment et crée une ouverture dans la défense de son adversaire avec un mouvement complètement inattendu. Un Sol est sous le choc. Le démon tueur se tient devant lui pendant un moment, et un Sol pense qu'il est trop tard et qu'il est condamné. Mais il est surpris quand il voit le démon arrêter d'attaquer et se retourner pour partir. Un Sol se demande pourquoi il s'est arrêté et s'il avait franchi la limite de la zone restreinte sans s'en rendre compte. Il pense au combat et réalise qu'il a à peine réussi à esquiver les attaques de toutes ses forces, mais il n'a pas réussi à créer une seule ouverture dans la défense de son adversaire. Il admet qu'il s'agit du niveau d'un véritable maître et qu'il était comme une grenouille dans un puits, ne réalisant pas à quel point le monde est vaste et à quel point ceux qui s'y trouvent sont puissants. Il en vient à la conclusion que les arts martiaux des démons tueurs étaient à un niveau qu'il ne pouvait même pas mesurer, et que le tueur de son grand-père possède sans aucun doute des compétences comparables. Sa détermination se renforce, il doit dépasser ce niveau de maîtrise s'il veut se venger. Soudain, une autre personne apparaît devant lui et l'appelle par son nom complet, un Sol de la famille Beau. Cette personne lui dit qu'il le cherche depuis un moment et qu'il a entendu dire qu'il avait appris la voie de la bête errante. Un Sol pense que cet homme parle comme s'il le connaissait, tout comme les autres, ce qui signifie que des informations sur lui se sont répandues. L'homme commence à se présenter puis s'arrête, disant sarcastiquement que quelqu'un qui est sur le point de mourir n'a pas besoin de connaître son nom, puis lance une attaque surprise. Un Sol évite facilement l'attaque. L'attaquant est impressionné par la capacité d'un Sol, notant qu'il a prédit la trajectoire de son attaque avec ses sens de bête. Il lui dit qu'il est sûr qu'il deviendra l'un des 10 seigneurs démons à l'avenir, et pour cette raison précise, il doit le tuer maintenant alors qu'il est encore une graine de démon. Un Sol remarque que le flux d'énergie de son adversaire a complètement changé. Il se souvient que tout le monde sur l'île ne cherche pas à devenir l'un des 10 seigneurs démons et se demande si cet homme en fait partie. Il se force à se débarrasser des pensées distrayantes pour se concentrer sur le combat. Pendant l'échange de coups, un Sol ressent une étrange sensation, un étrange flux d'énergie qui le tire vers lui. Un Sol se souvient d'une leçon avec son grand-père où il a expliqué que l'un des corps qu'ils ont examinés avait été tué par les 5 lames de tigre coupantes du clan Yubifeng. Son grand-père le savait car bien qu'il n'y ait pas de blessures externes, tous les os de la victime étaient brisés, ce qui est la marque de cette technique qui fonctionne en faisant circuler le QI dans le corps de l'adversaire à chaque choc. Dans le présent, Un Sol crie, réalisant que la technique à laquelle il est confronté est les 5 lames de tigre coupantes du clan Yebifeng. Son adversaire est stupéfait qu'il ait pu reconnaître son style. Ansul se souvient d'une autre caractéristique de cette technique que son grand-père a expliquée, la puissante technique d'absorption qui agit comme un vortex qui attire tout vers lui, et il l'utilise pour contrôler l'arme de l'adversaire à chaque choc. Un Sol continue de se souvenir de la leçon de son grand-père qui a expliqué que le clan Yebifeng se bat comme un tigre, exploitant l'opportunité de confondre l'épée de l'adversaire pour l'avaler entière. Le jeune Un Sol demande à son grand-père si ce clan est le plus fort, et le grand-père répond que la technique d'absorption est une arme à double tranchant. Bien qu'elle soit trompeuse, elle oblige son utilisateur à se rapprocher de son adversaire. Dans le présent, Un Sol décide d'exploiter cette technique d'absorption pour tordre l'épée de son adversaire vers lui. Son adversaire, Fengak du clan Yebifeng, déclare qu'il va maintenant l'affronter avec tout son sérieux et jure au nom de son clan qu'il éradiquera cette graine de démon lorsque Fengak attaquera. Un Sol le surprend en plantant son épée dans le sol, et Fengaka est choqué par ce mouvement inattendu. Un Sol utilise l'épée comme point de pivot pour donner un coup de pied à Fengaka et lui faire perdre l'équilibre, et il réalise que son plan fonctionne. Fengaka se met en colère et accuse Un Sol de recourir à des sales tours. Ansul pense que le tour a fonctionné, mais il n'a pas causé beaucoup de dégâts, ce qui est logique car son adversaire s'entraîne depuis longtemps. Mais maintenant, il sait comment le contrer. Ansul se souvient d'une autre leçon de son maître. Attendez que l'adversaire attaque en premier car la vraie vitesse réside dans le fait d'être une fraction de seconde plus rapide que lui au moment de l'engagement. Un Sol décide qu'il utilisera la technique d'absorption d'énergie contre lui pour devenir plus rapide. Fengaka attaque à nouveau, mais Un Sol décide de ne pas résister à la force de traction. Au contraire, il se laisse emporter par elle en utilisant l'élan pour accélérer son épée. Puis au dernier moment, il change la direction de son attaque et réussit à frapper Fengaka. Fengaka est choqué, se demandant si Un Sol a transformé la technique d'absorption d'énergie à son avantage. Il considère cela comme impossible car sa technique est suffisamment forte pour tirer un rocher à distance, et même les épéistes les plus habiles ont du mal à exploiter avec précision une telle force. Il rejette l'idée qu'un jeune homme comme Un Sol puisse faire cela et l'attaque à nouveau de la même manière. Un Sol pense qu'il n'y a aucun intérêt à cela car plus l'absorption est forte, plus son épée devient rapide. Fengaka crie de frustration, se demandant combien de temps Un Sol pense que cette tactique fonctionnera. Soudain, Un Sol remarque que son adversaire n'utilise plus la technique d'absorption d'énergie. Fengaka lui dit qu'il n'a pas besoin de l'utiliser pour vaincre quelqu'un comme lui. Fengaka se précipite en avant dans une attaque directe tandis qu'Un Sol pense que c'est le moment qu'il attendait. Un Sol se prépare et utilise la première technique de l'épée de pluie de feu, le mysticisme brillant. Il déclenche une puissante contre-attaque, exploitant le moment où son adversaire a abandonné sa défense et porte un coup de grâce à Fengaka.
Fungaka tombe à genoux et demande sous le choc si c'était la technique du mysticisme brillant, et Hansol le confirme et que c'était un mouvement dangereux. Hansol pense que pour transformer le seul mouvement mortel de la technique défensive du mysticisme brillant en une attaque à part entière, il a dû délibérément diriger toutes les autres attaques de son adversaire vers lui-même. Fungak exprime son étonnement, disant qu'il n'aurait jamais imaginé interpréter la technique de cette manière. Il demande ensuite à Hansol s'il va simplement partir. Hansol répond qu'il ne fait pas partie de sa vengeance. Fengaka trouve cela intéressant, se demandant l'existence de quelqu'un comme Hansol dans le sexe démoniaque. Hansol lui dit qu'il espère qu'ils ne se reverront plus et part. Fengaka s'effondre à cause de ses blessures, et soudain une autre personne apparaît derrière lui, et Fungaka lui demande s'il est là pour le tuer. Un démon tueur masqué s'adresse à Fungaka, notant qu'il était très utile pour quelqu'un du sexe orthodoxe et que sa mort est malheureuse. Fengaok réalise qu'il savait qu'il était un espion depuis le début, et le démon lui dit qu'il sous-estime le palais du diable. Il dit alors au revoir et le tue. Ailleurs sur l'île, l'un des stagiaires courait à toute vitesse pour sauver sa vie. Nous voyons Seojin retirer les armes plantées dans son corps une par une. Puis elle se lève, haletante et blessée. Un groupe d'adversaires apparaît devant elle, et leur chef lui dit qu'elle n'a pas eu de chance. Il se moque d'elle, lui demandant si elle pense vraiment pouvoir s'échapper après avoir été empoisonnée avec le poison spécial de la forteresse de sang infernal, et la décrit comme condamnée à moins d'avoir un antidote. Jin maudit sa chance et pense qu'elle ne savait pas qu'il existait un groupe aussi organisé utilisant des armes et des poisons cachés et qu'il y a des limites à ce qu'elle peut faire seule. Les adversaires remarquent que Jin tient son épée dans sa main gauche et lui demandent si elle va les combattre avec. Le chef lui dit que même si elle est talentueuse, un épéiste droitier ne peut pas soudainement devenir compétent avec sa main gauche et lui conseille de se rendre. Ils commencent alors à l'attaquer ensemble. Mais Jin se défend avec une habileté surprenante, mais elle est blessée au bras. Elle réalise qu'une autre aiguille empoisonnée l'a touchée et que si elle ne reçoit pas d'antidote dans les 15 minutes, ce sera fini pour elle. Entourée et blessée, elle commence à penser à se rendre. Soudain, Jin entend un cri alors que ses agresseurs sont pris en embuscade par une personne inconnue qui les élimine un par un pendant qu'ils crient, demandant qui les attaque. Au dernier moment, Hansol intervient et sauve Seojin de l'embuscade. Avec des mouvements rapides et décisifs, Hansol élimine tous les attaquants, laissant leurs corps éparpillés sur le sol. Hansol se tient au milieu du massacre, et Jin recule prudemment et lui demande d'attendre, lui assurant qu'elle n'a pas de mauvaises intentions envers lui. Elle fouille le corps d'un des attaquants et trouve un flacon et réalise que c'est l'antidote. Elle pense qu'avec cet antidote, elle pourra affronter plus facilement le reste des membres de la forteresse de sang infernal. Alors que Hansol se tourne pour partir, Jin lui demande d'attendre encore, et il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle a été empoisonnée et qu'elle n'a plus que 10 minutes avant que le poison ne se propage dans son corps. Hansol répond froidement qu'elle se trompe et explique qu'il est venu ici pour tuer tout le monde, y compris elle. Il ajoute que la seule raison pour laquelle il la laisse partir est qu'il ne ressent pas le besoin de la tuer lui-même. Jin admet qu'elle mourra s'il la quitte, et qu'en fin de compte, elle n'est qu'une autre concurrente pour lui. Dans une tentative désespérée, elle propose de travailler avec lui s'il lui donne l'antidote. Hansol lui demande pourquoi il ferait ça. Jin explique qu'il ne reste que 20 personnes et que tous, sauf eux, appartiennent à des groupes. Elle dit que peu importe sa force, il ne pourra pas tous les affronter seul. Elle ajoute que si elle travaille avec lui, elle peut lui fournir des informations sur leurs arts martiaux, et elle jure qu'elle ne le trahira jamais s'il lui sauve la vie. Hansol considère son offre. D'après ce qu'il a vu d'elle jusqu'à présent, il conclut que malgré sa fierté et son comportement indépendant, elle ne semble pas être du genre à recourir à la tromperie ou à la trahison. Il s'enquiert des termes de l'accord, et elle suggère qu'ils travaillent ensemble jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux, et ils jurent de ne pas se trahir. Après un moment de réflexion, Hansol lui lance l'antidote, et elle le remercie. Soudain, Hansol entend un son étrange et se demande si une autre zone réglementée a été créée. Il dit à Jin qu'ils doivent partir, et elle répond qu'elle ne pense pas que cette zone soit réglementée. Hansol l'incite à réfléchir, expliquant que la plupart des parties de l'île sont déjà devenues réglementées, et l'apparition d'une nouvelle zone réglementée signifie maintenant très probablement que le reste des concurrents se dirigeront ici. En effet, d'autres groupes de stagiaires commencent à apparaître, et ils ont commencé à les encercler, et Hansol réalise qu'il est trop tard pour s'échapper. Un des nouveaux venus attire l'attention d'Hansol, et il sent que cet homme est différent des autres. Un des stagiaires suggère que tout le monde accepte de tuer Hansol et Jin en premier. Un autre les identifie, Bo Hansol, qui a appris le chemin de la bête errante, et Seojin qui ne doit pas être sous-estimé pour ses compétences à l'épée et ses enquêtes sur les autres stagiaires. Le chef du groupe adverse pense qu'ils savent maintenant qu'Hansol est Seojin et qu'ils se demandaient pourquoi ils n'avaient pas formé une équipe et il suppose qu'ils travaillent ensemble maintenant. Hansol se souvient du flacon de poudre d'antidote qu'elle a obtenu, et elle dit à Hansol qu'elle utilisera le poison de la forteresse de sang infernal et que cela leur donnera une chance. Jin jette la poudre en l'air et les adversaires paniquent, croyant que c'est le poison de la forteresse de sang infernal. Hansol et Jin profitent de cette opportunité pour s'échapper. Un des adversaires réalise que la poudre n'est pas toxique et qu'ils ont été trompés, et le chef leur ordonne de les poursuivre. Jin pense que la poudre crée une épaisse fumée, ce qui la rend bonne pour tromper les yeux.
Jin pense que la zone ouverte n'est pas en leur faveur et qu'ils devraient se diriger vers les formations rocheuses où il y a de nombreuses petites grottes. Un Sol lui demande si elle pense la même chose que lui, et elle répond qu'ils doivent trouver une grotte pour se battre, et Un Sol lui dit qu'il en connaît une. Il la conduit à une grotte avec une entrée étroite et un long passage. Jin est étonné qu'il ait tout prévu et a du mal à croire qu'il vient d'apprendre le chemin de la bête errante, et elle s'interroge sur sa véritable identité. Ils partent à toute vitesse vers la zone rocheuse, et quand ils arrivent, Jin remarque un étrange brouillard qui n'était pas là avant, et Un Sol est d'accord avec elle qu'il y a quelque chose d'étrange. Un démon tueur apparaît du milieu du brouillard. Jin réalise avec choc que ce sont les démons tueurs et que c'est une zone réglementée. Un Sol observe calmement que les démons ne font qu'observer la situation, et il en conclut que les instructeurs ont délibérément choisi cet endroit comme zone réglementée parce qu'ils s'y dirigeaient. Jin demande ce qu'ils devraient faire, et Un Sol répond que tant qu'ils ne franchissent pas la frontière, les démons ne les attaqueront pas. Un Sol ajoute que s'ils doivent se battre, ce n'est pas le pire endroit pour le faire. S'ils se tiennent dos à la zone réglementée, ce ne sera pas différent de se battre dans une grotte dos au mur. Jin est d'accord avec lui, disant qu'ils n'ont pas d'autre choix, et ils se préparent à se battre. À ce moment, le groupe qui les poursuivait arrive, et leur chef leur demande sarcastiquement s'ils ont fini de courir. Les deux équipes se font face pendant que les démons tueurs regardent depuis derrière. Un des stagiaires se plaint qu'Un Sol et Jin leur causent beaucoup de problèmes et décide de ne plus perdre de temps et ordonne aux autres de les attaquer immédiatement.